Tu es complètement folle? J'ai promis cet argent à ma mère, a hurlé mon mari, en m'arrachant des mains toutes mes économies. Ma belle-mère avait déjà saisi ses 50 000 euros, et elle se dirigeait vers la sortie. Mais, elle est restée pétrifiée, quand la porte d'entrée s'est soudainement ouverte. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Merci, et bonne écoute. Depuis le matin, Valérie vérifiait les commandes de sa boutique de cosmétiques en ligne, tout en sirotant son café, assise à la table de la cuisine. Par la fenêtre du 3e étage, on apercevait les toits des maisons voisines, recouverts par le givre d'octobre. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les clientes commandaient des crèmes et des sérums, en prévision des fêtes de fin d'année. Encore 12 commandes cette nuit, nota-t-elle avec satisfaction, en parcourant ses notifications. La boutique, nommée « Beauté sans frontières », fonctionnait depuis déjà 4 ans, et générait un revenu stable. Valérie s'investissait corps et âme dans son entreprise. Elle étudiait les nouveautés du marché des cosmétiques, nouait des contacts avec les fournisseurs, et répondait personnellement à chaque cliente. Ses économies augmentaient lentement, mais sûrement. Chaque mois, elle plaçait un pourcentage de ses bénéfices sur un compte bancaire dédié. Son objectif était ambitieux, rassembler 50 000 euros pour développer son affaire. Elle souhaitait louer un petit local, embaucher une assistante et lancer sa propre gamme de produits sous la marque de sa boutique. Les rêves ne deviennent réalité que pour ceux qui sont prêts à travailler dur, se rappelait Valérie, en calculant les montants sur sa tablette. Elle était sur le point d'atteindre le chiffre tant désiré, son compte affichait déjà 48 700 euros. Elle avait acheté son appartement neuf, avant même de se marier, en contractant un prêt sur 15 ans. À l'époque, cette durée lui semblait être une éternité. Aujourd'hui, il ne lui restait plus que 3 ans à payer, et le logement lui appartiendrait définitivement. Ce 3 pièces était situé dans un quartier calme de Lyon. À proximité, il y avait une école, une garderie et un centre commercial, un cadre idéal pour une jeune famille. Elle avait épousé Olivier Vasseur, il y a 2 ans. Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée d'entreprise, organisée par des amis communs. Il travaillait comme cadre dans une entreprise de construction. Il gagnait très bien sa vie, et il semblait être un homme fiable et sérieux. Olivier savait faire la cour avec élégance. Il lui offrait des fleurs, l'emmenait au restaurant, et tenait des discours rassurants sur leur avenir commun. Après le mariage, il s'était installé chez elle. Il avait pris à sa charge la moitié des factures, aidait pour les courses alimentaires, et ne freinait jamais le développement de son entreprise. Valérie était satisfaite de son mariage. Son mari n'essayait pas de la contrôler, ne lui demandait aucun compte sur ses revenus, et soutenait ses projets d'entrepreneuriat. Le seul élément irritant, c'étaient les visites de sa belle-mère. Thérèse Vasseur, une veuve de 62 ans, vivait seule dans un petit appartement, en banlieue. Sa retraite était modeste, c'est pourquoi Olivier aidait régulièrement sa mère sur le plan financier. Valérie comprenait parfaitement la situation, et n'y voyait aucune objection. Un fils se doit de prendre soin de ses parents vieillissants. Cependant, la belle-mère venait beaucoup trop souvent, et s'incrustait bien trop longtemps. Elle pouvait débarquer le samedi matin, et rester jusqu'au dimanche soir. Valérie perdait ainsi des week-ends entiers, qu'elle prévoyait de consacrer à sa boutique. Thérèse exigeait de l'attention. Elle voulait qu'on discute avec elle, qu'on lui prépare ses plats préférés, et qu'on regarde des films avec elle. Mon petit Olivier, qu'est-ce que c'est que tous ces dossiers sur la table, demandait la belle-mère, en examinant les documents de Valérie. Il n'y a que des chiffres et des calculs. Ça m'a l'air bien compliqué. Ce sont des plans d'affaires, Thérèse, expliquait patiemment Valérie. Je prévois d'agrandir ma boutique. Et pourquoi as-tu besoin de t'agrandir? La famille n'est-elle pas plus importante que l'argent? Il serait temps de penser à faire des enfants, plutôt qu'à tous ces projets. Ce genre de conversation se répétait régulièrement. La belle-mère estimait qu'une femme mariée devait consacrer plus de temps à son foyer et à son mari, plutôt que de jouer à la femme d'affaires. Valérie prenait sur elle, pour ne pas gâcher l'harmonie familiale, mais ses remarques l'attendaient intérieurement.
Récemment, Thérèse avait commencé à passer chez eux plus souvent que d'habitude. Auparavant, elle venait une fois toutes les 2 semaines, désormais, elle apparaissait chaque week-end. Olivier justifiait cela en disant que sa mère vieillissait, qu'elle se sentait seule, et qu'elle avait besoin du contact de sa famille. Tu comprends, ma chérie, elle a consacré toute sa vie au travail et à l'éducation de ses enfants, disait le mari. Maintenant qu'elle est à la retraite, ses amis sont éparpillés un peu partout. Ses voisins sont jeunes, elle n'a personne à qui parler. Nous sommes sa seule bouffée d'oxygène. Valérie hochait la tête en signe d'accord. En théorie, cela semblait tout à fait logique. En pratique, les visites incessantes de la belle-mère se transformaient en véritable épreuve pour ses nerfs. Surtout quand Thérèse se mettait à inspecter l'appartement, à fouiller dans les placards, et à poser des questions sur leurs achats et leurs dépenses. Ce mardi d'octobre, Valérie reçut le SMS tant attendu de sa banque. Le versement d'une grosse commande en gros venait de porter ses économies à 50 000 €, tout rond. L'objectif était atteint. Elle pouvait enfin lancer ses projets d'expansion. Elle appela l'agent immobilier, avec qui elle avait discuté de la location d'un bureau, en plein centre-ville. 25 mètres carrés, au rez-de-chaussée d'un complexe commercial, l'endroit rêvé pour un showroom de cosmétiques. Le loyer était de 1 500 € par mois, charges comprises. Le local est encore disponible, l'informa l'agent. Mais le propriétaire est pressé. Si vous êtes intéressé, il vaut mieux vous décider rapidement. Pour ce genre de surface, il y a toujours une file d'attente. Je suis prête à signer le bail d'ici la fin de la semaine, répondit Valérie avec assurance. Je verserai immédiatement 3 mois de loyer d'avance. Le soir venu, elle attendait le retour d'Olivier, pour partager cette excellente nouvelle. Son mari rentra vers 19 h, épuisé par une dure journée sur les chantiers. Son visage était tendu, et on pouvait lire une certaine préoccupation dans son regard. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demanda Valérie, en servant le dîner. « Tu as l'air contrariée. »« Tout va bien » marmonna Olivier, en s'asseyant à table. « J'ai juste beaucoup de travail. Les clients sont tous sur les nerfs, ils sont pressés pour les finitions. » Valérie décida de remettre la discussion sur ses projets à un moment plus opportun. Olivier n'était clairement pas d'humeur à parler affaires. Après le dîner, il s'installa devant la télévision, mit les informations, et se plongea dans son programme. Vers 21 h, son téléphone sonna. Olivier regarda l'écran, et décrocha rapidement. « Salut, maman. »« Oui, je suis à la maison. »« Comment ça va ?» Valérie était dans la salle de bain, en train de faire sa toilette après sa journée de travail. La porte était restée entr'ouverte, et la voix de son mari lui parvenait assez distinctement. « Bien sûr, maman, je te l'ai promis, » disait Olivier, d'une voix plus basse que d'habitude. « D'ici la fin du mois, tout sera réglé. J'ai trouvé un bon terrain à la campagne. Les propriétaires en demandent 45 000 €, mais on peut négocier. » Valérie se figea. Quel terrain ? Olivier n'avait jamais mentionné l'achat d'un lopin de terre pour sa mère. Et d'où sortirait-il cet argent ? Le salaire de son mari était de 3 000 € par mois, mais avec cette somme, il devait payer la moitié des dépenses du foyer, et aider sa mère. Ne t'inquiète pas tant, poursuivait Olivier. L'argent est là, tout est sous contrôle. Le plus important, c'est que les papiers soient en règle. J'irai revoir le terrain demain, et je discuterai avec les voisins. Valérie resta immobile, son pot de crème à la main. Son mari promettait à sa mère une grosse somme pour acheter un terrain, sans pour autant préciser la provenance des fonds. Elle ressentit soudainement un mauvais pressentiment. « Écoute, on ne devrait peut-être pas se précipiter, » disait la voix d'Olivier. « C'est bientôt l'hiver, il y aura plus de choix au printemps. »« Non, tu veux absolument ce terrain-là ? » ?»« D'accord, maman, comme tu voudras. » La conversation dura encore une quinzaine de minutes. Olivier discutait avec sa mère des détails de l'achat, la taille du terrain, le raccordement à l'eau et à l'électricité, et l'état du petit cabanon. Il parlait avec passion, comme si l'argent était déjà dans sa poche.
Valérie retourna dans le salon, au moment où son mari raccrochait. C'est bon, maman, c'est décidé. À plus tard. Qu'est-ce qui est décidé? Demanda sa femme avec un sourire, essayant de paraître innocente. Olivier fut un peu décontenancé, ne s'attendant visiblement pas à avoir été entendu. Oh, rien de spécial. Ma mère regarde pour acheter un terrain de loisirs. Elle rêve depuis longtemps d'avoir son propre lopin de terre, pour faire du jardinage, et planter des fleurs. Et elle a assez d'argent pour cet achat, s'enquit prudemment Valérie. Eh bien, sa retraite ne suffira pas, c'est sûr. Je vais l'aider un peu. C'est ma mère, je ne peux pas lui refuser ça. Valérie hocha la tête, mais son anxiété ne se dissipait pas. Olivier lui cachait manifestement quelque chose. La somme promise de 45 000 € était beaucoup trop élevée pour son budget. Même en économisant pendant 1 an, et en donnant la moitié de son salaire à sa mère, il serait impossible de réunir un tel montant. Le lendemain, Valérie fut incapable de se concentrer sur son travail. Ses pensées revenaient sans cesse à la conversation téléphonique de son mari. Elle tentait de trouver une explication logique. Olivier avait peut-être pris un crédit, ou vendu un objet de valeur, ou alors, il avait touché une prime au travail. Le soir, elle décida de poser directement la question à son mari, concernant l'argent pour sa belle-mère. Mais Olivier rentra tard à la maison, vers 22 heures, et il semblait encore plus fatigué que la veille. « Chérie, j'ai de bonnes nouvelles », commença Valérie, pendant le dîner. « J'ai enfin économisé 50 000 € pour agrandir la boutique. Demain, j'ai rendez-vous avec l'agent immobilier. Nous allons signer le bail du bureau. » Olivier leva la tête de son assiette, et regarda sa femme attentivement. « 50 000 ? Sérieusement ? Tu es sûre d'avoir bien fait tes comptes ? » Absolument certaine. Le dernier virement est arrivé hier. Il y a exactement 50 000 € sur mon compte épargne. C'est bien, dit son mari, mais on ne sentait aucune joie particulière dans sa voix. C'est vraiment une belle somme. Et toi, comment tu vas faire pour l'argent du terrain de ta mère ? Tu ne veux pas me faire part de tes plans ? Demanda prudemment Valérie. Olivier haussa les épaules. Rien n'est encore décidé. On regarde les options. On se dit qu'on prendra peut-être un crédit. Ou alors, on s'arrangera pour payer les propriétaires en plusieurs fois. Sa réponse parut très évasive. Valérie sentit que son mari lui mentait. La veille, il avait assuré à sa mère que l'argent était là, et que tout était réglé. Aujourd'hui, il prétextait des plans incertains. Le samedi matin, Thérèse débarqua chez eux. Elle fit son apparition sans prévenir, comme toujours, avec un grand sac de provisions et des projets pour tout le week-end. « Bonjour, les enfants », lança bruyamment la belle-mère, en entrant dans le vestibule. « Comment va la jeunesse ? Mon petit Olivier, aide-moi à porter ce sac. Il est très lourd. » Valérie fit mentalement une croix sur ses projets du samedi. Elle devait se rendre à un rendez-vous avec le fournisseur d'une nouvelle gamme de crèmes. Maintenant, il allait falloir distraire sa belle-mère. « Maman, pourquoi as-tu apporté autant de nourriture ?» s'étonna Olivier, en sortant des bocaux, des paquets et des boîtes. « On ne t'héberge pas pour un mois, tu sais. »« Je veux préparer un vrai bœuf bourguignon pour mes petits-enfants », annonça Thérèse. « Ils ne mangent que des plats tout prêts, bourrés de produits chimiques. Il faut manger sainement, et faire le plein de vitamines. »« Quels petits-enfants, maman ?» répondit Olivier, désemparé. « Nous n'avons pas encore d'enfants. »« Eh bien, il est temps de s'y mettre. Ma petite Valérie, qu'est-ce que tu en penses ? Tu as déjà 29 ans. L'horloge biologique tourne, tu sais. » Valérie afficha un sourire poli. « Nous privilégions nos carrières pour le moment, Thérèse. Avoir des enfants demande beaucoup de responsabilités. » « Quelle carrière ?» balaya la belle-mère d'un revers de main. « Le plus important pour une femme, c'est la famille et la maternité. Ta petite boutique, ce n'est qu'un passe-temps. » Un passe-temps à 50 000 €, pensa Valérie, mais elle garda le silence.
Après le déjeuner, Thérèse s'installa sur le canapé avec une tasse de thé, et se mit à inspecter l'appartement d'un regard attentif. « Olivier, qu'est-ce que c'est que ces documents sur la table ?» demanda-t-elle, en désignant le classeur contenant les plans d'affaires de Valérie. « Ce sont les papiers de travail de Valérie, » répondit le fils. « Je peux y jeter un œil ? C'est curieux de voir ce que fait la jeunesse d'aujourd'hui. » Valérie se tendit. Le classeur contenait ses prévisions de revenus, ses plans d'expansion, et ses relevés bancaires. Ces informations étaient strictement personnelles et confidentielles. « Il n'y a rien de très intéressant, Thérèse. Que des chiffres et des tableaux ennuyeux. »« Allez, montre-moi, » insista la belle-mère. « J'ai travaillé dans la comptabilité dans ma jeunesse, je m'y connais en chiffres. » Olivier tendit le classeur à sa mère. Valérie voulut s'y opposer, mais elle n'osa pas provoquer une dispute à cause de quelques documents. Thérèse tourna lentement les pages, en ricanant et en secouant la tête de temps à autre. « Dis donc, tu as un chiffre d'affaires plutôt coquet, » fit-elle remarquer. « Il passe plus de 20 000 € par mois sur tes comptes. » « C'est le revenu brut, » précisa Valérie. Le bénéfice net est beaucoup plus bas. Il faut déduire l'achat des marchandises, la livraison, et les impôts. « Et combien il te reste, en net ? » « Ça dépend. En moyenne, dans les 4 ou 5 000 par mois. » La belle-mère siffla d'admiration. « Pas mal du tout, pour une petite boutique sur Internet. » « Et ça, c'est quel compte ? » Elle pointa du doigt le relevé du compte épargne. « Ce sont les économies prévues pour le développement de l'entreprise, » répondit Valérie, en s'efforçant de parler calmement. « 50 000 €, s'exclama Thérèse. « Ça alors ? Olivier, tu as vu ça ? Vous avez une véritable fortune qui dort dans la famille. » « Oui maman, je suis au courant, » grogna Olivier. « Mais pourquoi laisser dormir une telle somme ? Avec l'inflation, l'argent perd de sa valeur. Il vaudrait mieux investir dans quelque chose de solide. » « C'est justement ce que je compte faire, » répliqua Valérie. « Je prévois de louer un bureau, et d'agrandir la boutique. » Thérèse secoua la tête, l'air pensive. « C'est très risqué, de se lancer dans les affaires. Aujourd'hui tu gagnes de l'argent, demain c'est la crise, et tu perds tout. Il vaut mieux investir dans la pierre, dans la terre. C'est beaucoup plus sûr. » « J'aime mon entreprise, » trancha fermement Valérie. « Et j'ai pleinement confiance en mes projets. » « Mouais, » fit la belle-mère, d'un ton sceptique. « On verra bien ce que l'avenir nous réserve. » Le reste du week-end se déroula dans une atmosphère pesante. Thérèse revenait sans cesse sur le sujet des économies de Valérie. Elle dissertait sur la meilleure façon de placer son argent, et citait en exemple les échecs commerciaux de ses connaissances. « Tu te souviens de Sophie Leroy, dans notre immeuble, » disait-elle à Olivier. Elle aussi avait ouvert un magasin. Elle a investi pendant 3 ans, pour finalement tout fermer. Elle disait qu'il y avait trop de concurrence, et qu'on lui volait ses clients. Chaque cas est particulier, rétorqua Valérie. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est possible, concéda la belle-mère. Mais l'argent, c'est sérieux, surtout quand il s'agit de sommes pareilles. Il faut une approche d'homme, un calcul froid et rationnel. Valérie sentait la colère monter en elle. Sa belle-mère sous-entendait clairement que la décision concernant les grosses dépenses devait revenir au mari, et non à la femme. Le dimanche soir, alors que Thérèse s'apprêtait à rentrer chez elle, Olivier aborda soudainement la question financière. « Valérie, et si on parlait sérieusement de tes économies, » dit-il, une fois sa mère partie. « Dans quel sens ? » « Eh bien, nous sommes une famille. Ne devrions-nous pas fusionner nos finances ? Tenir un budget familial commun ? » Valérie se méfia immédiatement. En 2 ans de mariage, Olivier n'avait jamais abordé ce sujet. Chacun gérait son argent de manière indépendante, et cette organisation convenait parfaitement à tout le monde. Et pourquoi vouloir tout fusionner d'un coup ? C'était très pratique d'être séparés.
Tu comprends, je pense que cela prouvera notre confiance mutuelle. Une vraie relation de couple implique de tout partager, pas seulement les sentiments, mais aussi les ressources matérielles. C'est joliment dit, sourit Valérie avec ironie. Mais en pratique, ça veut dire quoi? On met simplement notre argent sur un compte commun. Et on discutera ensemble des grosses dépenses. C'est logique, non? Un mari et sa femme doivent prendre les décisions importantes à deux. Valérie sentit le piège. Olivier utilisait de belles paroles, mais son intonation trahissait ses véritables motivations. Olivier, mes économies sont le fruit de 4 années de travail acharné. Je les ai mises de côté dans un but précis. Pourquoi changer quoi que ce soit aujourd'hui? Tu ne me fais pas confiance, c'est ça, demanda son mari, l'air légèrement blessé. Je n'ai pas l'intention de dépenser ton argent. Je veux juste que tout soit clair et transparent entre nous. Tout est déjà très clair. Tu connais mes revenus, et je ne te cache pas mes projets de développement pour la boutique. Mais, techniquement, l'argent repose uniquement sur ton compte. On a l'impression qu'il y a des secrets dans notre couple. Valérie dévisagea attentivement son mari. Était-il possible que cette conversation avec sa mère, au sujet du terrain, soit liée à ses économies? Olivier espérait-il vraiment utiliser son argent pour financer cet achat? Très bien, dit-elle après un silence. Imaginons que nous ouvrions un compte commun. Si nous avons un désaccord sur une dépense, qui prendra la décision finale? On discutera, on cherchera des compromis. Des adultes raisonnables finissent toujours par s'entendre. Et si on ne s'entend pas? Olivier haussa les épaules. Dans ce cas, c'est le chef de famille qui tranche. C'est-à-dire toi? Bah oui, c'est naturel. C'est à l'homme de porter la responsabilité du budget familial. Valérie comprit que ses soupçons étaient fondés. Olivier cherchait à prendre le contrôle de son argent, sous le noble prétexte de créer un budget familial commun. Tu sais quoi, mon chéri, répondit-elle, en forçant un sourire. Mettons cette question de côté pour l'instant. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Combien de temps? 1 semaine ou 2. C'est une décision importante, je n'ai pas envie de me précipiter. Olivier parut déçu, mais il acquiesça. D'accord, mais ne fais pas trop traîner les choses. Plus vite nous aurons un budget commun, mieux ce sera pour notre famille. Cette nuit-là, Valérie eut beaucoup de mal à s'endormir. Elle repassait en boucle les événements des derniers jours, la conversation surprise au sujet du terrain, l'inspection minutieuse de ses documents par sa belle-mère, et la soudaine proposition de son mari de fusionner leurs finances. Tout cela ressemblait à un plan soigneusement orchestré. D'abord, Thérèse avait évalué la situation financière de sa belle-fille. Ensuite, son fils avait reçu pour mission d'obtenir l'accès aux fonds. L'achat du terrain pour sa mère n'était qu'un prétexte idéal, pour dépenser les économies d'une autre. Sous sa couette, Valérie serra les poings. Si ses soupçons se confirmaient, son mari et sa belle-mère complotaient depuis un bon moment sur le dos de son argent. Mais elle n'avait aucune intention de devenir la victime de cette conspiration familiale. Ces 50 000 € représentaient son travail, ses rêves et son avenir. Elle défendrait ses droits jusqu'au bout. La semaine suivante, Valérie surveilla de près le comportement de son mari. Olivier était devenu nerveux, et il avait souvent l'esprit ailleurs pendant leur conversation. À plusieurs reprises, elle le surprit en train d'examiner ses documents de travail. Dès qu'elle entrait dans la pièce, il refermait précipitamment les dossiers, en prenant un air innocent. « Tu cherches quelque chose dans mes papiers ?» lui demanda-t-elle sans détour, le mercredi soir. « Non, pas du tout. Je me demandais juste comment fonctionnait ton affaire, » répondit Olivier, en fuyant son regard. « Je veux mieux comprendre ce que fait ma femme. » Ça ne t'intéressait pas avant. Avant, ce n'était pas à la même échelle. Maintenant que tu brasses des sommes importantes, j'ai envie de comprendre comment ça marche. Valérie ne crut pas un traître mot de ses explications. Olivier n'avait jamais montré le moindre intérêt pour les subtilités de son métier. Mais curieusement,
maintenant qu'il était question de gros sous, il se découvrait soudainement une âme curieuse. Le jeudi, Thérèse appela pour demander si elle pouvait venir passer le week-end. D'habitude, la belle-mère prévenait de ses visites un jour ou deux à l'avance, mais cette fois-ci, elle s'y prenait bien plus tôt. « J'ai quelque chose d'important à vous dire », déclara-t-elle d'un ton mystérieux. « Je veux discuter d'une affaire de famille. » « De quoi s'agit-il » demanda Valérie. « Je ne peux pas en parler au téléphone. On en discutera de vive voix. » Le vendredi, Valérie décida de vérifier ses soupçons. Elle laissa intentionnellement sur la table de la cuisine les documents détaillant l'agrandissement de la boutique. Puis, elle se cacha dans la chambre et se mit à écouter. Olivier rentra du travail, dîna, et comme elle s'y attendait, commença à éplucher les papiers. Ensuite, il sortit son téléphone et composa un numéro. « Salut maman. Oui, j'ai regardé. C'est exactement comme on le pensait, il y a pile 50 000 € sur son compte épargne. » Valérie. Valérie frissonna, ils avaient donc bel et bien discuté de son argent à l'avance. « C'est à la BNP Paribas, oui, » continua Olivier. « C'est un compte à vue, on peut retirer l'argent à tout moment. Non, je ne connais pas les mots de passe, mais j'essaierai de les trouver demain. » Essayez de trouver les mots de passe. Valérie dut faire un effort surhumain, pour ne pas jaillir de la chambre et faire un scandale sur le champ. « Écoute, maman, tu es sûre que c'est la bonne méthode ? Et si elle s'en doutait ?» Thérèse lui répondit quelque chose, mais c'était inaudible. Olivier écoutait attentivement, en glissant parfois quelques mots. « Oui, je comprends. Tu as raison, bien sûr, la famille passe avant tout. D'accord, je tirerai ça au clair demain. Le principal, c'est qu'elle ne se doute de rien avant l'heure. À demain. » Valérie sortit discrètement par la porte de service, et alla faire un tour dans le quartier, afin de retrouver son calme. Le tableau était désormais parfaitement limpide. Son mari et sa belle-mère avaient pour projet de s'accaparer son argent. Mais la façon dont ils comptaient s'y prendre, restait encore à déterminer. De retour chez elle, elle fit mine d'arriver de chez une amie. « Comment ça va, chérie ? Quoi de neuf ? » demanda-t-elle innocemment. « Comme d'habitude, » répondit Olivier, en rangeant les documents dans le classeur. « Le boulot, la maison, la routine quoi. »« Ta mère vient demain ? » ?»« Oui, elle sera là dans la matinée. Elle dit qu'elle a un sujet important à aborder avec nous. » « C'est intriguant. De quoi s'agit-il ? » ?»« Je n'en sais rien, » mentit son mari. « Elle nous le dira elle-même. » La nuit tombée, Valérie mit au point sa stratégie. Elle devait découvrir les plans exacts des conspirateurs, et se préparer à riposter. Elle décida donc de jouer le rôle de l'épouse naïve, qui ne se doute absolument de rien. Le samedi matin, Thérèse arriva plus tôt que d'habitude, aux alentours de 9 heures. Elle avait revêtu une allure solennelle, portant même son beau chemisier couleur ivoire des jours de fête. « Bonjour, les enfants », lança la belle-mère, en embrassant son fils et en saluant Valérie d'un signe de tête. « Quel temps magnifique ! C'est le jour idéal pour prendre de grandes décisions. » Pendant le petit déjeuner, Thérèse se montra inhabituellement enjouée. Elle racontait des blagues, s'intéressait à leur travail, et complimentait Valérie pour ses délicieuses crêpes. On avait l'impression qu'elle préparait le terrain pour une discussion cruciale, en tentant d'instaurer une ambiance amicale. « Valérie, ma chérie, pourrais-tu me montrer encore une fois tes plans de développement ?» demanda la belle-mère, une fois le repas terminé. « La semaine dernière, je n'ai pas tout saisi, j'aimerais bien comprendre. » Valérie apporta le classeur. Thérèse examina minutieusement chaque page, posa des questions pour obtenir des éclaircissements, et prit même des notes dans un carnet. « C'est très intéressant, » dit-elle en observant le plan d'affaires. « La location du bureau coûte 1 500 € par mois, à cela s'ajoutent les travaux, plus l'équipement. Au total, rien que pour te lancer, il te faut au moins 20 000 €. » « C'est à peu près ça, » confirma Valérie. « Et si quelque chose tourne mal ?
Si les clients ne viennent pas, ou si la concurrence te met des bâtons dans les roues, cet argent sera définitivement perdu. N'importe quelle entreprise comporte des risques. Mais j'ai bien étudié le marché. J'ai une clientèle fidèle, et un excellent réseau de fournisseurs. Mouais, fit Thérèse, d'un ton sceptique. L'immobilier, en revanche, c'est un investissement fiable. La terre prend toujours de la valeur, surtout si le terrain est bien situé. Vous souhaitez acheter une maison de campagne, s'enquit Valérie. La belle-mère échangea un regard complice avec son fils. Bien sûr que je le veux. J'ai rêvé toute ma vie d'avoir mon petit bout de jardin, pour y planter des pommes de terre et faire pousser des tomates. C'est bon pour les retraités, de passer du temps au grand air. Et nous avons déjà trouvé le terrain parfait. Oui, on l'a trouvé, intervint Olivier. En dehors de la ville, dans un petit lotissement. Il y a un beau terrain, avec un petit cabanon de jardin. Les propriétaires en demandent 45 000 €. C'est cher, fit remarquer Valérie. Mais l'emplacement est exceptionnel, répliqua Thérèse. C'est juste à côté de la forêt et d'une rivière, l'air y est très pur. De plus, tous les papiers sont en règle, sans aucune hypothèque. C'est le genre d'occasion qui ne se présente pas tous les jours. Et vous avez l'argent pour cet achat ? La belle-mère marqua un silence, puis soupira profondément. C'est bien là le problème. Ma retraite est modeste, et mes économies suffiront tout juste à couvrir 10 000 €. Et mon petit Olivier dépense tout son salaire pour votre ménage. C'est difficile pour lui de mettre de l'argent de côté. Je vois, opina Valérie, attendant la suite. Alors, je me suis dit. Thérèse se pencha en avant, fixant Valérie droit dans les yeux. Nous avons, au sein de notre famille, de l'argent qui dort et qui ne sert à rien. Tes économies sur ton compte. Mes économies sont destinées au développement de mon entreprise. Mais le commerce, c'est bien trop risqué. Ce terrain, c'est un investissement pour le bien-être de toute la famille. Réfléchis un peu. Nous aurons un endroit pour nous reposer, pour y passer nos week-ends, et célébrer les fêtes. Quand vous aurez des enfants, ils pourront grandir en pleine nature. Valérie sentit la colère bouillir en elle. Sa belle-mère lui proposait avec le plus grand des calmes, de dépenser son argent personnel, pour satisfaire ses propres besoins. Thérèse, ce sont mes économies personnelles. J'ai mis 4 ans à rassembler cette somme. Personnelle, s'étonna la belle-mère. Mais tu es mariée. Il ne doit pas y avoir d'argent personnel dans un couple. Tout doit être mis en commun. Olivier et moi avons convenu de gérer nos finances séparément. Baliverne, balaya Thérèse d'un geste de la main. Une vraie famille, c'est quand un mari et sa femme partagent absolument tout. Ton attitude est tout simplement égoïste. Olivier gardait le silence, mais Valérie voyait bien qu'il soutenait sa mère. Écoute-moi, ma chérie, reprit la belle-mère d'un ton adouci. Je comprends que ça te fende le cœur de te séparer de cet argent. Mais sois logique, ce terrain appartiendra à toute la famille. Tu pourras en profiter toi aussi, venir t'y reposer, et y emmener tes enfants. Et si Olivier et moi venons à divorcer ? Le terrain vous appartiendra, et mon argent sera définitivement perdu. Thérèse s'offusqua. Mais quelle bêtise tu racontes ? Pourquoi parler de divorce ? Olivier t'aime. Tu l'aimes. Les couples normaux ne divorcent pas pour des broutilles. Le risque est toujours là. Il n'y a aucun risque, intervint Olivier. On ne va pas divorcer. Pourquoi te faire des films pareils ? Valérie comprit que la discussion prenait une tournure très sérieuse. Son mari et sa belle-mère s'étaient de toute évidence mis d'accord à l'avance, et faisaient désormais pression sur elle, de manière concertée. Admettons, dit-elle. Imaginons que j'accepte de financer ce terrain. Qu'adviendra-t-il de mes projets d'expansion pour la boutique ? Tu les repousseras d'1 an, répondit Thérèse en haussant les épaules. Rien ne t'empêche d'économiser à nouveau. Tu es jeune, en pleine santé, tu regagneras cet argent. En 1 an, le marché aura changé,
et la concurrence aura pris de l'avance. Je raterai ma chance. Si ton entreprise est solide, elle ne s'envolera pas, rétorqua la belle-mère. Et si c'est une affaire douteuse, il vaut de toute façon mieux ne pas y investir. Valérie se leva de table. Écoutez, je ne suis pas prête à débattre de ce sujet. C'est mon argent, ce sont mes projets, et c'est à moi seule de prendre les décisions. Et voilà, tu fais encore ta tête de mule, lâcha Thérèse d'un ton contrarié. Mon argent, mes projets. Elle est tout, la solidarité familiale? Il est tout, le respect envers les aînés. Le respect ne signifie pas devoir renoncer à ses propres intérêts. Tes propres intérêts, explosa la belle-mère. Mais pour qui tu te prends? Tu n'es qu'une épouse parmi d'autres. Tu es arrivée dans une famille où tout était déjà organisé, et tu oses dicter tes propres lois. Valérie resta pétrifiée. Voilà. Elle découvrait enfin la véritable nature des sentiments de sa belle-mère à son égard. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je dis ce que je pense, s'entêta Thérèse. Ta présence ici n'est que temporaire. Les épouses vont et viennent, mais la famille, elle, reste. Olivier et moi, nous sommes liés par le sang, alors que toi, tu n'es qu'une étrangère. Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Tenta d'intervenir Olivier, mais sa voix manquait cruellement de conviction. Je dis la vérité, trancha la belle-mère. L'argent doit rester dans la famille, au lieu d'être gaspillé pour les caprices d'une étrangère. Les caprices d'une étrangère, répéta Valérie, incrédule. Et quoi d'autre? Ta petite boutique, c'est juste un moyen de te distraire, pas un vrai métier. Tu as bien joué, mais ça suffit maintenant. Il est temps de grandir, et de penser à ta famille. Valérie fixa son mari, espérant qu'il la défendrait face à l'impertinence de sa mère. Mais Olivier restait silencieux, fixant obstinément les motifs de la nappe. Donc, si je comprends bien, mes 4 années de travail ne sont qu'un jeu à vos yeux? Du travail, ricana Thérèse. Rester assise à la maison devant un ordinateur pour prendre des commandes, tu appelles ça du travail? Les vraies femmes travaillent dans les usines, dans les hôpitaux ou dans les écoles. Elles ne passent pas leur temps à publier de belles photos sur Internet. Ça suffit, lâcha calmement Valérie. Je n'accepterai pas d'être insultée sous mon propre toit. Ton propre toit, ironisa la belle-mère. Et qui c'est qui paie le crédit immobilier? Qui c'est qui règle les factures? Je paie le crédit immobilier avec mes propres revenus. Olivier m'aide simplement avec les charges. Il t'aide, s'esclaffa Thérèse. C'est lui qui fait vivre la famille, et c'est toi qui l'aides. Tu as inversé les rôles, ma fille. Valérie sentit qu'à la moindre seconde de plus, elle allait se mettre à hurler. Elle devait quitter la cuisine de toute urgence, avant que la situation ne dégénère complètement. Je vais faire un tour, annonça TL, en se dirigeant vers la porte. C'est ça, vas-y, la congédia la belle-mère d'un geste dédaigneux. Prends l'air, et réfléchis un peu aux valeurs de la famille. Valérie sortit dans la rue, et marcha longuement dans le quartier, essayant de mettre de l'ordre dans ses idées. La situation était désormais parfaitement claire. Sa belle-mère la considérait comme une compagne de route éphémère, indigne d'avoir sa propre opinion ou son propre argent. Olivier soutenait sa mère, bien qu'il n'ait pas le courage de l'admettre ouvertement. Leur plan était probablement le suivant, essayer de la convaincre en douceur d'abord, puis recourir à la pression psychologique. 1 heure plus tard, elle rentra chez elle. Thérèse était assise sur le canapé devant la télévision, faisant comme si rien ne s'était passé. Alors, tu t'es calmée, demanda la belle-mère. Es-tu prête à discuter raisonnablement? Je suis prête, répondit Valérie. Et ma réponse est toujours la même. C'est mon argent, et je ne vous le donnerai pas. Le visage de Thérèse s'assombrit. Tu as donc décidé de t'entêter jusqu'au bout? Je ne m'entête pas. Je défends mes droits. Quels droits? Tu es une épouse, pas la maîtresse de maison. Ton devoir est d'aider ta famille, pas de philosopher sur tes droits.
Nous sommes au XXIe siècle, pas au Moyen Âge. Les temps changent, mais les valeurs familiales restent, déclara la belle-mère d'un ton professoral. Une femme se doit d'être sage et compréhensive, tout comme un mari se doit d'être honnête et juste, rétorqua Valérie. Olivier sursauta, comme s'il venait de recevoir une gifle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que ta mère et toi avez l'intention de me prendre mon argent, contre ma volonté. Personne n'a de telles intentions, s'indigna le mari. Nous t'avons simplement proposé une option d'investissement tout à fait judicieuse. Judicieuse pour qui? Pour vous ou pour moi? Pour toute la famille, intervint Thérèse. Le terrain sera une propriété commune. Au nom de qui l'acte de vente sera-t-il signé? La belle-mère hésita. Eh bien, à mon nom, bien sûr. C'est moi l'acheteuse principale. Donc, mon argent sera converti pour devenir votre propriété exclusive. C'est très équitable, en effet. On pourra toujours discuter des détails, tenta d'apaiser Olivier. Le plus important, c'est d'être d'accord sur le principe. Il n'y aura aucun accord, affirma Valérie avec fermeté. Allez chercher de l'argent ailleurs. Thérèse se leva du canapé, et s'approcha très près de sa belle-fille. Écoute-moi bien, petite sotte, prononça-t-elle d'une voix basse mais menaçante. Tu es jeune et ignorante, tu ne comprends pas encore comment fonctionne la vie. Mais je vais t'expliquer. Valérie ne recula pas. Je vous écoute. Olivier est mon fils unique. Je l'ai élevé toute seule, je lui ai consacré toute mon énergie. Et je ne laisserai pas une petite péronnelle venir détruire notre relation. Je ne détruis pas votre relation. Je refuse simplement de vous donner mes économies. Dans une famille, l'argent doit servir au sien, au lieu de dormir bêtement sur un compte en banque. Mon compte en banque ne fait pas partie de votre famille. La belle-mère eut un sourire mauvais. Oh que si! Tout ce qui appartient à l'épouse, appartient au mari. C'est la loi. De quelle loi parlez-vous? De la loi sur la famille. Dans le mariage, les biens deviennent communs. Valérie secoua la tête. Thérèse, vous connaissez très mal la loi. Les économies réalisées avant le mariage restent des biens propres. Et ma boutique existait bien avant notre union. Les lois, on peut toujours les contourner, glissa la belle-mère avec un sous-entendu appuyé. Il suffit d'en avoir la volonté. Que sous-entendez-vous? Que les gens intelligents trouveront toujours un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. Valérie perçut clairement la menace dans les paroles de sa belle-mère. Cette femme n'avait manifestement aucune intention de reculer. Olivier, tu entends ce que dit ta mère? Son mari haussa vaguement les épaules. Maman est juste un peu sur les nerfs. Elle rêve de ce terrain depuis si longtemps, qu'elle est prête à voler l'argent des autres pour y parvenir? Pas l'argent des autres, l'argent de la famille, rectifia Thérèse. Et il ne s'agit pas de le voler, mais de le réorienter vers des objectifs plus importants. Valérie comprit que la discussion était dans une impasse. Sa belle-mère ne renoncerait pas à ses projets, et son mari la soutenait aveuglément. Elle devait penser à se protéger. Très bien, conclut-elle. Arrêtons-nous là. Vous avez donné votre avis, j'ai donné le mien. Il n'y a plus rien à ajouter. Au contraire, il y a encore beaucoup à dire, contesta Thérèse. Nous n'avons pas fini de discuter. Moi, j'ai fini. Mais pas nous. Olivier, dis à ta femme de se montrer plus docile. C'est dans son propre intérêt. Olivier lança un regard suppliant à sa femme. Valérie, réfléchis-y encore une fois, je t'en prie. Peut-être pourrais-tu faire un geste pour la famille? De quelle famille parles-tu? Tout ce que je vois, ce sont deux personnes prêtes à dépenser mon argent pour leurs propres caprices. Nous te proposons un investissement. Vous me proposez de confisquer mes économies, en enrobant ça de jolies paroles. Thérèse soupira bruyamment. Bon,
je vois qu'avec la douceur, tu ne comprends rien. Nous réglerons donc cette affaire autrement. Autrement? C'est-à-dire? Tu verras bien, répondit la belle-mère, avec un sourire énigmatique. Le reste du week-end s'écoula dans un silence lourd. Thérèse n'aborda plus le sujet de l'argent, mais Valérie sentait son regard insistant peser sur elle. Sa belle-mère préparait manifestement quelque chose. Le dimanche soir, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, Thérèse s'approcha de Valérie dans la cuisine. « Ma très chère, dit-elle avec une tendresse feinte, réfléchis encore un peu à notre proposition. Tu as jusqu'à la fin de la semaine. Et que se passera-t-il à la fin de la semaine? Les propriétaires du terrain ne nous attendront pas indéfiniment. Ils trouveront d'autres acheteurs, et nous raterons l'occasion. Qu'ils cherchent, alors. Ça ne me regarde pas. La belle-mère secoua la tête. Oh que si, ça te regarde. Plus que tu ne le crois. Après son départ, Olivier tenta une nouvelle fois de raisonner sa femme. Valérie, trouvons un compromis. Pas toute la somme, juste une partie. 30 000 € suffiront pour la compte. Olivier, tu es bouché ou quoi? Je ne donnerai pas un seul centime pour ce terrain. Mais pourquoi? Nous sommes une famille. Parce que vous vous fichez de moi. D'abord, tu complotes en cachette avec ta mère, et ensuite, vous me mettez la pression. Ça ne s'appelle pas une relation familiale, ça s'appelle de l'extorsion. Personne ne te ment. Vraiment? Et cette conversation téléphonique avec ta mère, que j'ai surprise, à propos de mon argent? C'était quoi? Olivier blêmit. Tu as écouté aux portes? Je l'ai entendu par hasard. Ta mère et toi, vous discutiez de mes économies, et vous élaboriez des plans pour mettre la main dessus. Nous prenions simplement conseil l'un de l'autre. Des conseils sur la manière d'escroquer ta propre femme. Charmant. Olivier s'assit sur le canapé, et se cacha le visage dans les mains. Tu comprends tout de travers. Ma mère rêve de ce terrain depuis toujours, et je veux l'aider à l'avoir. À mes frais. À nos frais. Nous sommes mariés. Si nous formons une famille, pourquoi ne pas m'avoir demandé mon avis avant? Pourquoi manigancer dans mon dos? Olivier resta silencieux. Il n'avait aucun argument pour répondre à ces questions. Le lundi, Valérie prit la décision de transférer son argent sur un autre compte. Si son mari et sa belle-mère avaient l'intention de passer à l'action, il valait mieux assurer ses arrières. Elle se rendit à la banque, et ouvrit un nouveau compte épargne dans une autre agence. Elle y transféra la totalité de la somme, puis clôtura l'ancien compte. Désormais, même si Olivier parvenait à obtenir ses identifiants bancaires, il n'y trouverait plus le moindre sou. Le mardi, ses pires craintes se confirmèrent. En rentrant du travail, Valérie trouva son mari devant son ordinateur portable. Il était assis dans son bureau, et tapait frénétiquement sur le clavier. « Que fais-tu » lui demanda-t-elle d'un ton sévère. Olivier sursauta, et ferma précipitamment le navigateur. « Oh, rien, je naviguais juste sur Internet. Mon ordinateur est en panne. Tous mes mots de passe bancaire sont enregistrés sur cet ordinateur. Tu le sais très bien. Je ne suis pas allé fouiller sur tes comptes. Montre-moi l'historique du navigateur. Pourquoi faire? Montre-le-moi, si tu n'as rien à cacher. » Olivier hésita, puis ouvrit le navigateur en poussant un long soupir. Dans l'historique de navigation, figuraient les sites de plusieurs banques, y compris la sienne. Tu as essayé de te connecter à mon compte? Je voulais juste jeter un œil. M'assurer que l'argent était toujours là. Sans mon autorisation? Valérie, nous sommes mari et femme. Il ne devrait pas y avoir de secret entre nous. Valérie prit place devant l'ordinateur, et vérifia les journaux de connexion de son compte bancaire. Le système affichait 3 tentatives de connexion échouées, au cours de la dernière heure. Tu as essayé de deviner mon mot de passe?
Pas de le deviner, de m'en souvenir. Je pensais que tu me l'avais peut-être donné un jour. Je ne t'ai jamais communiqué mes mots de passe bancaire. Olivier tira une chaise à côté d'elle. Valérie, pourquoi réagis-tu comme ça? Je n'avais aucune mauvaise intention. Je m'inquiète juste pour nos économies. Pour mes économies? Et je m'en inquiéterai moi-même. Mais nous sommes une famille. Une famille qui cherche à se voler mutuellement? Personne ne vole personne. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Valérie ferma l'ordinateur portable, et le prit avec elle. La prochaine fois, tu me demanderas la permission. Valérie, ne te fâche pas. Je ne le ferai plus. Mais Valérie n'accordait plus aucun crédit aux promesses de son mari. Il était désormais évident qu'il était prêt à toutes les tromperies pour mettre la main sur son argent. Le mercredi, Thérèse l'appela pour lui proposer un rendez-vous dans un café. J'aimerais te parler, sans la présence d'Olivier. Une conversation de femme à femme, à cœur ouvert. Valérie accepta. Elle était curieuse de découvrir la nouvelle ruse de sa belle-mère. Elles se retrouvèrent dans un petit café près de chez elle. Thérèse se montra très amicale, commanda une pâtisserie et un café, et lui posa des questions sur son travail. Tu sais, ma petite Valérie, entama la belle-mère, après une bonne demi-heure de bavardage mondain, j'ai travaillé avec des gens toute ma vie. Dans la comptabilité, on croise toutes sortes de profils. J'ai appris à comprendre ce que les gens désirent profondément. Et qu'est-ce que je désire, selon vous, demanda Valérie, intriguée. Tu veux être indépendante. C'est tout à fait naturel, les jeunes femmes d'aujourd'hui sont comme ça. Mais tu oublies un détail crucial. Lequel? L'indépendance absolue n'existe pas. Nous dépendons tous de quelqu'un. Tu dépends de tes clients, de tes fournisseurs, du contexte économique. Valérie garda le silence, attendant de voir où la conversation allait mener. Et au sein d'un couple, il y a aussi une forme de dépendance, poursuivit Thérèse. La femme dépend du mari, et le mari dépend de la femme. Cette dépendance peut prendre différentes formes. Soyez plus explicite. Elle peut être volontaire et mutuellement bénéfique, ou elle peut être subie et contraignante. Valérie se crispa. Une menace à peine voilée perçait dans les paroles de sa belle-mère. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Que mon petit Olivier a des droits sur ton patrimoine. Des droits dont il n'a pas encore fait usage. De quels droits parlez-vous? Thérèse sortit quelques feuilles de papier de son sac à main. Tiens, par exemple, regarde cette attestation de revenus de ta boutique. À ton avis, comment l'ai-je obtenue? Valérie prit la feuille. C'était un document officiel de l'administration fiscale, attestant des revenus de son auto-entreprise pour l'année écoulée. Comment avez-vous eu ça? C'est Olivier qui en a fait la demande. En tant que conjoint, il a parfaitement le droit d'obtenir des informations sur les revenus de sa femme. Il n'a aucunement ce droit. Oh que si, sourit la belle-mère. Lise le code civil, ma chère. Un époux peut exiger des informations sur le patrimoine de son conjoint, en cas de litige. Valérie examina le document. L'attestation était authentique, portant les cachets et les signatures officielles. Pourquoi avez-vous fait cela? Parce que nous étudions la situation. Nous évaluons les différentes options qui s'offrent à nous. Et quelles sont-elles, ces options? Thérèse sortit un second document. Ceci est une requête, visant à faire reconnaître une partie de tes biens comme étant des biens communs. C'est également Olivier qui l'a préparé. Valérie parcourut la requête des yeux. Le document stipulait que les économies générées par l'activité professionnelle, et perçues pendant la durée du mariage, constituaient la propriété conjointe des deux époux. C'est absurde. Ma boutique existait bien avant notre mariage. Mais elle s'est développée après. Et les bénéfices ont été générés pendant votre union. Par conséquent, une partie de ces économies peut être considérée comme un bien commun.
Vous avez l'intention de m'attaquer en justice? Eh bien, c'est une excellente idée, tu ne trouves pas, ricana la belle-mère. Le juge décidera de ce qui appartient à qui. Il statuera peut-être que la moitié de cet argent revient à mon fils. Valérie comprit qu'elle était prise au piège. Son mari et sa belle-mère avaient sérieusement étudié les aspects juridiques de la question et avaient trouvé un moyen de faire pression sur elle. Mais une telle procédure prendra des mois. D'ici là, le terrain sera vendu. Nous ne sommes pas obligés d'attendre le jugement final, expliqua Thérèse. Nous pouvons déposer une demande de saisie conservatoire sur les biens litigieux. Pendant toute la durée de la procédure, l'argent sera gelé, et tu ne pourras plus en disposer. Ni toi, ni Olivier, c'est vrai. Mais toi non plus, tu ne pourras pas agrandir ta boutique. Ton argent restera bêtement bloqué à la banque. Valérie sentit son estomac se nouer de colère. Sa belle-mère avait trouvé la faille pour paralyser ses projets, même si elle ne récupérait pas l'argent pour elle-même. C'est du chantage pur et simple. C'est la défense légitime des intérêts de notre famille, rectifia Thérèse. Nous ne souhaitons pas en arriver au tribunal. Mais si tu t'entêtes dans ton obstination. Donc, vous êtes en train de me menacer? Nous te proposons un compromis raisonnable. Donne-nous l'argent pour le terrain de ton plein gré, et il n'y aura aucun procès. Tout le monde sera content. Valérie se leva brusquement de la table. Vous savez quoi, Thérèse? Allez au diable avec vos menaces. TSS, 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 fit la belle-mère en secouant la tête. Quelle vulgarité! Et ça se prétendait bien élevé. Les gens bien élevés ne font pas chanter leur propre famille. Et les personnes égoïstes n'aident pas leur famille, riposta Thérèse. Très bien, ma chère, c'est à toi de choisir. Mais souviens-toi, nous t'avons prévenu loyalement. Valérie quitta le café, folle de rage. La situation devenait extrêmement grave. Son mari et sa belle-mère étaient prêts à aller jusqu'au bout, en utilisant tous les moyens de pression à leur disposition. À la maison, Olivier l'attendait avec un air coupable. Alors, tu as pu discuter avec maman? Oui, nous avons discuté. Elle m'a menacé de m'attaquer en justice. Valérie, ce n'est pas une menace. Maman t'a juste expliqué quels étaient nos droits. Vos droits sur mon argent? Nos droits en tant que famille. Valérie s'assit en face de son mari. Olivier, réponds-moi franchement. Es-tu vraiment prêt à me traîner en justice pour de l'argent? Son mari détourna le regard. L'affaire n'ira pas jusqu'au tribunal, si tu te montres raisonnable. Donc, tu es prêt à le faire? Valérie, pourquoi vouloir en arriver aux extrêmes? Donne simplement l'argent pour le terrain, et tout ira bien. Et si je refuse? Olivier garda le silence un instant, puis déclara. Dans ce cas, nous défendrons nos intérêts, par tous les moyens légaux. Valérie comprit que toute discussion était vaine. Son mari soutenait inconditionnellement sa mère, et il était prêt à se retourner contre sa propre femme. Le lendemain, elle prit rendez-vous avec un avocat pour obtenir des conseils. L'homme de loi écouta attentivement son récit, et posa un diagnostic peu réjouissant. Techniquement, ils sont dans leurs droits, expliqua-t-il. Une partie des revenus générés pendant le mariage peut être considérée comme un bien commun, surtout s'il est avéré que l'entreprise s'est développée grâce aux ressources du couple. Mais mon entreprise s'est développée grâce à mon propre travail. C'est exactement ce qu'il faudra prouver. Mais le problème, c'est que pendant toute la durée de la procédure, le juge peut ordonner le gel des avoirs litigieux. Combien de temps cela peut-il prendre? Des mois, voire des années. Tout dépend de la complexité du dossier. Valérie sortit du cabinet d'avocat complètement abattue. Il s'avérait que son mari et sa belle-mère pouvaient bel et bien bloquer son argent, même s'ils ne parvenaient pas à le récupérer pour eux-mêmes. Le jeudi soir, Thérèse l'appela au téléphone. Alors, ma chérie, as-tu bien réfléchi? Demain,
c'est vendredi, le dernier jour pour prendre ta décision. Quelle décision? Le terrain sera vendu demain. Soit tu nous donnes l'argent, soit nous déposons le dossier au tribunal lundi matin. Eh bien, déposez-le, lança Valérie, avant de lui raccrocher au nez. Le vendredi matin, elle se réveilla avec un lourd pressentiment. Olivier avait un comportement étrange, il fuyait son regard, répondait par monosyllabes, et semblait très nerveux. « Qu'est-ce qui t'arrive » lui demanda-t-elle pendant le petit déjeuner. « Rien du tout, j'ai juste des soucis au travail. » « Quel genre de soucis ? » « Oh, des problèmes administratifs. Rien de bien méchant. » Valérie ne le crut pas une seconde. Son mari lui cachait visiblement quelque chose. Avant de partir travailler, Olivier l'embrassa sur la joue, pour la première fois de la semaine. « Passe une bonne journée, ma chérie. » « Toi aussi, passe une bonne journée. » Aux alentours de midi, un conseiller de sa banque l'appela sur son portable. « Bonjour, Madame Vasseur. Nous avons reçu une demande de modification de vos identifiants d'accès, concernant votre compte. Pourriez-vous me confirmer que vous êtes bien à l'origine de cette démarche ? » « Quelle démarche ? Je n'ai fait aucune demande de ce genre. » « C'est très étrange. Votre mari s'est présenté à notre agence, muni d'une procuration pour gérer votre compte. Les documents semblent tout à fait conformes, mais par mesure de sécurité, nous avons préféré vous contacter pour confirmation. » Le sang de Valérie ne fit qu'un tour. « Quelle procuration ? Je n'ai mandaté personne. » « Un instant, je vérifie le dossier. Oui, j'ai bien un formulaire de procuration générale, portant votre signature. » « C'est un faux. Je n'ai jamais signé un tel document. » « Dans ce cas, je vous invite à vous présenter d'urgence à notre agence. Nous allons bloquer toutes les opérations, jusqu'à ce que la situation soit éclaircie. » Valérie laissa son travail en plan, et fila directement à la banque. Au guichet, on lui présenta la demande manuscrite de la main d'Olivier, ainsi que la procuration comportant sa prétendue signature. « La signature imite très bien la vôtre », souligna le conseiller bancaire. « Mais si vous affirmez que c'est une falsification. » « C'est absolument un faux », s'emporta Valérie. « J'exige le blocage immédiat du compte, et je vais de ce pas déposer plainte pour tentative d'escroquerie. » « C'est noté, mais nous devrons procéder à une expertise graphologique au préalable. Cela prendra un certain temps. » « Combien de temps ? » « 2 semaines au grand minimum. » Valérie signa tous les documents nécessaires, et quitta l'agence bancaire en fulminant intérieurement. Leur plan consistait donc à ça, essayer d'abord de récupérer l'argent par la persuasion, puis menacer d'un procès, et en dernier recours, falsifier des documents bancaires. À la maison, Olivier n'était pas là. Il rentra tard dans la soirée, avec un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat. « Pardonne-moi pour tout, ma chérie, » dit-il, en lui tendant ses cadeaux. « Oublions ces stupides disputes. Ta mère a abandonné l'idée d'acheter ce terrain ? » « Son terrain ? Oui, elle a renoncé. Elle a compris que nous avions mal interprété ses intentions. Elle dit qu'elle ne veut pas détruire notre famille pour des histoires d'argent. » Valérie prit les fleurs, mais elle ne crut pas un seul mot de son discours. « C'est très noble de sa part. N'est-ce pas ? Alors, reprenons notre vie comme avant. Il n'y aura plus aucune réclamation concernant ton argent. Et qu'en est-il de ta démarche à la banque ? » Olivier perdit immédiatement contenance. « Quelle démarche ? » ? « Celle que tu as effectuée aujourd'hui, avec une procuration falsifiée. » Le visage de son mari devint livide. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Olivier, la banque m'a appelé. Tu as essayé de prendre le contrôle de mon compte, en utilisant de faux documents. » Valérie, c'est un terrible malentendu. Un malentendu ? Valérie sortit de son sac la photocopie de la fausse procuration. Voici ton écriture, et ma signature grossièrement imitée. Olivier prit le document, et l'examina longuement.
Quelqu'un essaie peut-être de nous brouiller? On a dû glisser ces faux papiers dans le dossier. Qui ça, quelqu'un? Ta mère? Ma mère n'a rien à voir là-dedans. Alors qui? Et pourquoi quelqu'un chercherait-il à nous séparer, pour s'emparer de mon argent? Olivier s'effondra sur le canapé, et cacha son visage dans ses mains. Valérie, je ne voulais pas te mentir. Mais c'est pourtant ce que tu as fait. Je me disais que si j'arrivais à accéder au compte, je pourrais te montrer les relevés, et te convaincre de nous prêter cet argent pour le terrain. Tu avais l'intention de me voler mes économies? Pas de les voler. Juste de les emprunter, je te les aurais remboursés. Quand ça? Dans combien d'années? Olivier resta sans voix. Et de qui vient ce plan diabolique? De toi, ou de ta chère maman? Maman m'a juste donné un conseil. Elle m'a dit qu'il ne devait pas y avoir de secret dans une famille. Valérie comprit qu'elle ne pouvait plus passer une minute de plus sous le même toit que cet homme. Son mari s'avérait être un menteur compulsif, et un voleur en puissance. Fais tes valises, lui ordonna-t-elle d'un ton glacial. Quoi? Prends tes affaires, et retourne vivre chez ta mère. Ce soir même. Valérie, ne prends pas de décision hâtive. Je ne me précipite pas. J'ai simplement ouvert les yeux sur la personne avec qui je vis. Nous pouvons en discuter, trouver un compromis. Un compromis? Tu as essayé de me voler mon argent. Je t'ai expliqué, je voulais juste faire un emprunt. Sans mon accord, et avec des documents falsifiés. Dans le code pénal, ça s'appelle de l'escroquerie. Olivier se leva du canapé. Tu ne vas quand même pas porter plainte à la police? Je suis ton mari. Tu étais mon mari, rectifia Valérie. Désormais, tu n'es plus qu'un homme qui a trahi ma confiance. Valérie, pense à notre mariage. Ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. J'y pense, oui. Et je réalise que pendant 2 ans, tu as joué un rôle. Ta vraie nature ne se révèle qu'aujourd'hui. Olivier tenta de la prendre dans ses bras, mais elle le repoussa violemment. Ne me touche pas, fais tes valises, et va-t'en. Et si je refuse de partir? Alors, c'est moi qui partirai. Cet appartement est à moi, mais je suis prête à l'abandonner provisoirement, pour ne plus avoir à supporter ta présence. Olivier comprit que sa femme était déterminée. Il se dirigea silencieusement vers la chambre, et commença à ranger ses vêtements dans un sac. 1 heure plus tard, il était prêt à partir. Valérie, je garde l'espoir que tu finisses par changer d'avis, murmura-t-il sur le pas de la porte. Appelle-moi quand tu te seras calmée. Tu peux toujours attendre, rétorqua-t-elle sèchement. Que fais-tu de notre amour? Quel amour? Tu étais prêt à me dérober 50 000 €, pour satisfaire les caprices immobiliers de ta mère. C'est ça que tu appelles de l'amour? Olivier ouvrit la bouche pour répliquer, mais se ravisa. Il ramassa ses sacs, et sortit. Valérie verrouilla la porte derrière lui, et s'y adossa lourdement. Ces 2 années de mariage venaient de voler en éclats en une seule journée. Étrangement, elle n'éprouvait aucun regret, seulement un immense soulagement. Elle avait enfin découvert le vrai visage de son mari, et de sa belle-mère. Valérie vécut seule pendant 3 jours, savourant le silence de l'appartement. Personne n'épluchait ses dépenses, personne ne fouillait dans ses documents, et personne n'échafaudait de plans sur le dos de son argent. Elle eut même le temps de se rendre chez l'agent immobilier, et de réserver le bureau pour l'agrandissement de sa boutique. Le mercredi soir, le téléphone sonna. C'était Thérèse. Ma petite Valérie, comment vas-tu? Olivier s'est installé chez moi, et il m'a raconté votre dispute. Il est effondré, le pauvre chéri. Qu'il pleure sur son sort, répondit Valérie d'un ton glacial. Ma chérie, pourquoi tant de cruauté? L'erreur est humaine, il faut savoir pardonner. Certaines erreurs sont impardonnables. Allons donc, Olivier n'avait aucune intention malveillante.
Il voulait juste rendre service à sa famille. Me rendre service, en essayant de voler mes économies. Thérèse soupira bruyamment. Tu dramatises toujours tout. Personne ne voulait rien te voler. On voulait juste t'emprunter un peu d'argent, pour une cause noble. Dans mon dos, et avec des papiers falsifiés. Les détails importent peu. L'essentiel, c'est que les intentions étaient pures. Valérie resta pantoise face à l'aplomb de sa belle-mère. Cette femme considérait sérieusement une tentative d'escroquerie, comme une broutille indigne d'attention. Thérèse, Olivier et moi allons divorcer. Nous n'avons plus rien à nous dire. Divorcer, s'indigna la belle-mère. Mais vous êtes tombé sur la tête. Détruire un foyer pour une stupide histoire d'argent? Pour une histoire de mensonge et de trahison. Quelle trahison? Mon fils voulait aider sa mère à acheter un terrain. C'est un acte honorable. Avec l'argent des autres. Avec l'argent de la famille. Combien de fois devrais-je te le répéter? Valérie était épuisée par ce dialogue de sourds. C'est terminé, n'en parlons plus. Dites à Olivier de lancer la procédure de divorce. Je n'y m'opposerai pas. Attends, ne raccroche pas, hurla Thérèse. J'ai une proposition d'affaires à te soumettre. Encore une proposition? Rencontrons-nous demain pour en discuter. J'ai trouvé un compromis qui arrangera tout le monde. Vos compromis ne m'intéressent plus. Tu as tort. Parce que le terrain a déjà été acheté. Valérie s'immobilisa. Comment ça, acheté? Exactement ce que tu entends. Olivier a signé le compromis de vente hier. Il a versé un acompte de 5 000 €. Où a-t-il trouvé une telle somme? Il l'a emprunté à des amis, en donnant tes économies comme garantie. Il leur a dit que sa femme lui virerait bientôt la totalité de la somme. La colère de Valérie lui brouilla la vue. Vous avez donc utilisé mon argent comme garantie, sans même l'avoir en votre possession? Techniquement, oui. Mais ce n'est qu'une formalité. Le plus important, c'est que le terrain nous est désormais réservé. Vous êtes complètement fou. Comment pouvez-vous promettre un argent qui ne vous appartient pas? Ce n'est pas l'argent d'un autre, c'est l'argent de la famille. Et de toute façon, rien n'est définitif. Si tu refuses de payer, nous annulerons la transaction. Et qu'adviendra-t-il de l'acompte? L'acompte sera perdu. Mais bon, ce n'est que 5 000 €, ce n'est pas une tragédie. Valérie comprit qu'elle venait de tomber dans un nouveau piège. La belle-mère et le fils avaient volontairement créé une situation où son refus de payer entraînerait la perte d'une somme importante. Thérèse, vous avez définitivement perdu la raison. Je ne vous donnerai pas un seul centime. Très bien. Dans ce cas, nous viendrons récupérer l'argent nous-mêmes dès demain, déclara froidement la belle-mère. Et comment comptez-vous faire? C'est très simple. Nous avons les clés de l'appartement, et nous avons des documents prouvant qu'une partie des biens est litigieuse. Nous viendrons, et nous prendrons ce qui nous revient de droit. C'est ce qu'on appelle un cambriolage. C'est ce qu'on appelle la défense des intérêts familiaux. À demain, ma chère. Thérèse raccrocha, laissant Valérie sous le choc. Désormais, on la menaçait d'une saisie de force. Valérie appela immédiatement un serrurier, et fit changer toutes les serrures de l'appartement. Ensuite, elle se rendit au commissariat, pour déposer une main courante pour menaces et tentatives d'effraction. L'officier de police l'écouta attentivement, et lui promit d'intensifier les rondes dans son quartier. Mais vous comprenez, lui expliqua-t-il, s'ils détiennent des documents affirmant que les biens sont litigieux, la situation est complexe sur le plan juridique. Il vaut mieux régler cela devant le juge. En revanche, s'ils tentent de forcer l'entrée, appelez-nous immédiatement. Nous interviendrons. Le jeudi, Valérie posa un jour de congé, et resta barricadée chez elle, guettant l'arrivée de ses invités indésirables. Vers midi, on sonna à la porte. En regardant par le judas, elle aperçut Olivier et Thérèse.
Valérie, ouvre la porte. Nous sommes venus pour discuter, hurla son mari. Nous n'avons plus rien à nous dire. Partez d'ici. Dans ce cas, nous ouvrirons avec nos propres clés, menaça la belle-mère. Vos clés ne fonctionneront pas. J'ai fait changer les serrures. Un silence pesant s'installa derrière la porte. Puis, des éclats de voix indignés retentirent. T'as complètement perdu la tête, hurla Olivier. C'est aussi chez moi ici. Non, ce n'est plus chez toi. L'appartement est à mon nom. Mais j'y suis domicilié. J'ai le droit d'y habiter. Tu avais ce droit. Maintenant, retourne vivre chez ta chère maman. Thérèse se colla contre la porte. Valérie, ouvre immédiatement. Nous devons récupérer quelques affaires. J'ai mis les affaires d'Olivier dans des sacs poubelles. Vous pourrez les récupérer dans le hall de l'immeuble. On s'en fout des vêtements. On veut notre argent. Je n'ai pas votre argent. Comment ça? Et les 50 000 € sur ton compte? Ce sont mes économies personnelles. Nouveau silence derrière la porte. Puis, Olivier reprit la parole d'une voix mielleuse. Valérie, rencontrons-nous pour discuter calmement de tout ça. Nous sommes des gens civilisés, après tout. Les gens civilisés ne falsifient pas des documents bancaires. Je me suis déjà excusé pour cette bêtise. Pardonnons-nous, et repartons sur de nouvelles bases. Non, sérieusement Valérie, je t'en prie. Je sais que j'ai fait une erreur, mais nous pouvons encore réparer les choses. Il n'y a plus rien à réparer. La confiance est brisée. Thérèse perdit patience. Assez de comédie. Petite sotte, soit tu ouvres cette porte, soit nous l'enfonçons. Essayez pour voir. J'ai déjà alerté la police. On s'en fiche de ta police. Nous ne faisons que défendre nos droits. Vos droits sur l'argent des autres? Sur l'argent de la famille? Faudra-t-il te le répéter 100 fois? Valérie comprit que la discussion ne mènerait nulle part. Elle s'éloigna de la porte, et s'installa dans un fauteuil, attendant la suite des événements. Olivier et sa mère continuèrent de tambouriner pendant une bonne demi-heure, exigeant qu'elle ouvre, proférant des menaces, puis le calme revint. Valérie crut qu'ils étaient partis, mais elle se trompait. En regardant par la fenêtre, elle vit Olivier téléphoner dans la cour de l'immeuble. Peu après, une voiture se gara devant l'entrée, et 2 hommes inconnus en descendirent. L'inquiétude gagna Valérie, son mari et sa belle-mère avaient manifestement engagé des hommes de main, pour régler le problème par la force. Elle composa immédiatement le numéro de la police. Bonjour. J'ai déposé une main courante hier, pour menace d'effraction. En ce moment même, un groupe d'individus menaçants s'est rassemblé devant mon immeuble. Pouvez-vous intervenir, s'il vous plaît? Quelle est votre adresse? Valérie indiqua l'adresse. Une patrouille est en route. N'ouvrez la porte à personne. 10 minutes plus tard, on sonna de nouveau à la porte. Cette fois, la sonnerie fut longue et insistante. Valérie, ouvre la porte. Nous avons fait venir un serrurier. Il va faire sauter la serrure, hurla Olivier. Je te le déconseille fortement. La police est en chemin. Quelle police? Nous ne faisons rien d'illégal. Derrière la porte, on entendit des bruits métalliques. Quelqu'un essayait bel et bien de forcer le verrou. Valérie se recula au fond de l'appartement, prête à rappeler les forces de l'ordre. Mais au bout de quelques minutes, les bruits cessèrent. Je n'y arrive pas, dit une voix inconnue. C'est une serrure neuve, très complexe. Et par les fenêtres, suggéra Thérèse. C'est au 3e étage, sans balcon. Il faudrait grimper par la gouttière, c'est bien trop dangereux. Dans ce cas, nous allons devoir attendre qu'elle sorte d'elle-même, trancha Olivier. Valérie comprit qu'il s'apprêtait à faire le siège de l'appartement. Elle s'assit près de la fenêtre, et se mit à observer la cour. Olivier et sa mère s'étaient installés sur un banc face à l'entrée.
Les deux hommes de main fumaient, adossés à leur voiture. 20 minutes plus tard, un véhicule de police pénétra dans la cour. Deux agents en sortirent, et se dirigèrent vers le petit groupe. Valérie ouvrit sa fenêtre et leur cria. « Messieurs les agents! Ces personnes me menacent, et ils ont essayé de fracturer ma serrure. » L'un des policiers leva la tête. « C'est vous qui avez déposé une plainte ? » « Oui, Valérie Vasseur. »« Nous allons tirer ça au clair. » Les policiers s'approchèrent d'Olivier et de sa mère. Une discussion s'engagea, mais Valérie ne parvenait pas à en saisir les mots. Olivier donnait des explications, exhibant des documents. Thérèse gesticulait dans tous les sens, essayant elle aussi de plaider leur cause. Au bout de 10 minutes, l'un des agents monta à l'étage. « Bonjour, l'inspecteur Martin. Je peux entrer ?» Valérie lui ouvrit la porte. « Que vous ont-ils raconté ? » Ce monsieur affirme qu'il est domicilié ici, et qu'il a tout à fait le droit de se trouver dans l'appartement. Il prétend que vous vous êtes disputé pour une histoire d'argent, et qu'il souhaite simplement récupérer la part de ses biens qui lui revient. Il n'est pas propriétaire. Il était simplement hébergé pendant notre mariage. Et nous sommes actuellement en instance de divorce. Voici les papiers de l'appartement. Valérie lui montra l'acte de vente, prouvant qu'elle en était l'unique propriétaire. Quant aux documents attestant d'un litige financier, ce sont des faux. Il a déjà essayé de pirater mon compte bancaire, à l'aide d'une fausse procuration. L'inspecteur examina les documents attentivement. Je vois. Dans ces conditions, ils n'ont aucunement le droit de pénétrer chez vous, contre votre volonté. Je vais leur demander de quitter les lieux. Et s'ils reviennent ? Appelez-nous. Nous dresserons un procès-verbal pour trouble à l'ordre public. Le policier redescendit. Par la fenêtre, Valérie le vit discuter fermement avec Olivier et Thérèse. Ces derniers protestèrent vivement, mais finirent par monter dans leur voiture et quitter les lieux. L'inspecteur remonta. Nous avons réussi à les convaincre de partir pour l'instant, mais ils ont juré de revenir demain, accompagnés d'un avocat. Préparez-vous à une longue bataille. Merci pour votre aide. N'hésitez pas à nous appeler en cas de problème. Mais il vaudrait mieux régler cette histoire rapidement, devant un juge. Le soir venu, Valérie se sentait épuisée. Elle avait passé la journée entière dans une tension nerveuse extrême, et de nouveaux conflits se profilaient à l'horizon. Elle décida d'appeler sa mère, pour lui raconter la situation. Sa mère habitait dans une ville voisine, où elle travaillait comme médecin à l'hôpital. Elles se parlaient régulièrement, mais Valérie avait préféré taire ses problèmes conjugaux jusqu'à présent. « Allô maman. Comment vas-tu ? » « Bien, ma fille, merci. Et toi ? Tu as une petite voix. »« Oh, j'ai des soucis dans mon couple. »« Quel genre de soucis ? » ?»« Olivier et moi nous sommes fâchés. » Valérie lui déballa toute l'histoire, l'argent, la tentative de fraude bancaire, et le siège de son appartement l'après-midi même. Sa mère l'écouta dans un silence religieux, lâchant parfois un « quoi » ou un « ce n'est pas possible ». Voilà où j'en suis, conclut Valérie. Ils ont promis de revenir demain avec un avocat. Ma chérie, où es-tu en ce moment ? Chez moi. Chez toi. Parfait. Je prends la voiture et j'arrive. Je ne peux pas te laisser seule dans une telle situation. Maman, ce n'est pas la peine, je vais me débrouiller. Tu ne te débrouilleras pas toute seule. Ces gens sont dangereux. S'ils sont prêts à faire défaut et à forcer ta porte, de quoi d'autre sont-ils capables ? Mais tu as ton travail à l'hôpital. Ma fille passe avant mon travail. Je pars dans 1 heure, je serai là vers minuit. Valérie ressentit un immense soulagement. Sa mère avait toujours le don pour régler les problèmes compliqués, et pour donner d'excellents conseils. Hélène Dubois arriva à 00h30. C'était une femme énergique d'une 50aine d'années. Bien qu'épuisée par la route, elle affichait une détermination sans faille. « Bon,
Raconte-moi tout en détail, dit-elle en retirant son manteau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Valérie lui relata une nouvelle fois tous les événements, lui montra les documents, et lui expliqua les enjeux financiers. Je vois le genre, acquiesça Hélène. C'est un cas classique d'escroquerie familiale. Le mari et la mère ont décidé de s'enrichir sur ton dos. Et moi qui pensais qu'il m'aimait. Il aimait ton argent, et il t'a utilisé. Ça fait mal de réaliser que j'ai vécu pendant 2 ans avec un homme qui me manipulait. Sa mère l'a pris tendrement dans ses bras. Dis-toi que tu as ouvert les yeux à temps. Imagine s'ils étaient parvenus à leur fin, et qu'ils avaient dilapidé toutes tes économies. Tu te serais retrouvé sans rien. Ils reviendront demain. Ils ont dit qu'ils amèneraient un avocat. Eh bien, qu'ils l'amènent. On verra bien quel genre d'avocat accepte de tremper dans des affaires pareilles. Le vendredi matin, Hélène aida Valérie à préparer la réception de leurs invités indésirables. Elles étalèrent sur la table tous les documents prouvant que Valérie était l'unique propriétaire de l'appartement et des fonds. Elles notèrent les numéros de téléphone de plusieurs juristes et du commissariat de police. La règle d'or, c'est de ne surtout pas les laisser entrer dans l'appartement, insista sa mère. S'ils franchissent le seuil, ils pourraient créer une provocation ou fouiller pour trouver tes documents. Et s'ils forcent le passage? Qu'ils essaient. Nous sommes dans notre droit, et nous allons nous défendre. Vers 13h, on sonna à la porte. Cette fois, la sonnerie fut brève et polie. Madame Vasseur, je suis maître Moreau, avocat au barreau. Je représente les intérêts de la famille Vasseur. Pouvons-nous nous entretenir? De quoi voulez-vous parler? Demanda Valérie à travers la porte. D'un règlement à l'amiable de ce litige. Mes clients sont disposés à faire des concessions. Quelles concessions? Je vous propose de nous rencontrer, pour en discuter calmement. Je suis persuadée que nous trouverons une solution acceptable pour les deux parties. La mère de Valérie lui fit signe d'accepter l'échange. Mieux valait savoir ce qu'ils avaient derrière la tête. Très bien. Mais la conversation se fera à travers la porte. Je ne laisserai entrer personne. Je comprends vos appréhensions. Ce format me convient parfaitement. Derrière la porte, on entendit des bruits de pas. L'avocat n'était manifestement pas seul, Olivier et sa mère devaient se tenir juste derrière lui. Bien, commença l'avocat. Mes clients m'ont informé que vous refusiez catégoriquement d'allouer les fonds familiaux à l'acquisition d'un bien immobilier. Il ne s'agit pas de fonds familiaux, mais de mes économies strictement personnelles. C'est un point de discorde, en effet. Une partie des revenus ayant été générés pendant la durée de votre mariage, elle peut juridiquement être considérée comme une propriété commune. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est à un juge d'en décider. Exactement. Mais une procédure judiciaire prendra des mois, voire des années. Et pendant tout ce temps, ces fonds seront gelés. Cela ne dérange pas mes clients, mais vous, oui. De plus, mes clients ont déjà engagé des frais importants, liés à l'achat de cette propriété. Ce sont leurs problèmes. Personne ne les a obligés à promettre de l'argent qui ne leur appartient pas. L'avocat marqua une pause, sans doute pour se concerter avec ses clients. D'accord. Mes clients sont prêts à faire un geste. Ils acceptent de ne pas réclamer la totalité de la somme, mais seulement 30 000 €. Je ne vous donnerai pas le moindre centime. 20 000, alors. C'est le strict minimum pour pouvoir conclure la transaction. 0 €. Madame Vasseur, vous placez votre famille dans une situation extrêmement délicate. L'acompte a déjà été versé, et le compromis de vente est signé. Si la transaction est annulée, votre mari perdra 5 000 €. Qu'il les perde. Ça ne me concerne pas. Derrière la porte, on perçut des chuchotements indignés. Thérèse n'appréciait visiblement pas la tournure que prenaient les négociations. Dans ce cas, reprit l'avocat, mes clients se verront dans l'obligation de saisir le tribunal, pour exiger le partage forcé des biens,
et la saisie conservatoire des actifs litigieux. Saisissez le tribunal, je ne crains pas la justice. S'il vous plaît, vous réalisez que cela va geler durablement vos projets d'expansion professionnelle? J'en ai parfaitement conscience. Mais je préfère geler mes projets, plutôt que de céder mon argent à des escrocs. Le mot « escroc » déclencha une violente réaction de l'autre côté du palier. Olivier se mit à hurler. « De quels escrocs tu parles? Nous sommes ta famille. » « Une famille ne falsifie pas des documents bancaires, » répondit Valérie. « Je t'ai dit que c'était un malentendu. » Un malentendu? C'était une tentative flagrante de voler l'accès à mon compte. Thérèse ne put se contenir davantage, et s'immisça dans la conversation. « Écoute-moi bien, espèce de sotte. Arrête de faire ta tête de mule, donne l'argent, et retourne vivre tranquillement. » « Thérèse, surveillez votre langage, » intervint la mère de Valérie. « Et vous, vous êtes qui ?» s'étonna la belle-mère. « Je suis la mère de Valérie, Hélène Dubois. Et je ne vous permettrai pas d'insulter ma fille. »« Ah bravo! Maman vole au secours de sa petite fille chérie, » persifla Thérèse. « Quel âge a la gamine? 29 ans? Et ça se cache encore dans les jupes de sa mère. » Il vaut mieux se cacher dans les jupes de sa mère, que de voler l'argent des autres, riposta Hélène. Nous ne volons personne. Nous récupérons simplement ce qui nous appartient. Vous n'avez droit à rien du tout. L'avocat tenta de ramener le débat à un niveau plus constructif. Je vous prie de ne pas verser dans les attaques personnelles. Ma mission est de trouver un compromis qui satisfasse toutes les parties. Le seul compromis qui me satisfasse, trancha Valérie, c'est qu'il me laisse en paix. Mais il y a des engagements financiers en jeu. Leurs engagements, pas les miens. Des voix indignées s'élevèrent de nouveau derrière la porte. Puis Olivier prit un ton suppliant. Valérie, réfléchis un peu. Ma mère a travaillé dur toute sa vie, elle rêve de ce petit lopin de terre. Tu ne peux vraiment pas faire un geste pour une personne de ta famille? Une personne de ma famille ne cherche pas à me dépouiller. Je te l'ai déjà dit, c'était une erreur de jugement. Une erreur de jugement qui a pris un mois de planification? Vous prépariez ce coup depuis longtemps. Nous voulions juste te le demander gentiment au départ. Gentiment, ça ne veut pas dire mentir et faire du chantage. Thérèse perdit définitivement patience. C'est bon, la comédie a assez duré. Petite sotte, si tu ne donnes pas l'argent de ton plein gré, nous le prendrons par la force. Essayez toujours, la défia Valérie. C'est exactement ce qu'on va faire. Olivier, vas-y, agis. On a perdu assez de temps avec elle. Des bruits de pas résolus se firent entendre. Olivier s'approchait visiblement de la porte. Maître Moreau se retire des négociations, annonça solennellement l'avocat. Les actions futures de mes clients ne se font plus avec mon accord. Le bruit des pas s'éloignant dans le couloir confirma que l'avocat avait bel et bien quitté les lieux. Eh bien, ma chère belle-fille, cracha Thérèse avec venin. Nous sommes seuls maintenant. On va pouvoir s'expliquer. Expliquez-vous si vous voulez, mais vous n'entrerez pas ici. Oh que si, on va entrer. On entendit de nouveau des grincements métalliques contre la serrure, mais cette fois-ci, l'acharnement était plus fort. La mère de Valérie saisit son téléphone. « J'appelle la police. »« Appelez-les, » lança Thérèse. « Le temps qu'ils arrivent, on aura déjà tout récupéré. » La serrure craquait sous les coups répétés des outils. Olivier devait utiliser une barre à mine pour faire céder le pen. « Maman, » murmura Valérie, « et s'ils arrivent vraiment à entrer? » Ils n'entreront pas. La serrure est très solide. Mais la porte commença à céder. Des bruits de bois brisé et de métal tordu résonnèrent. Au bout de 5 minutes, la porte céda brusquement. Olivier et Thérèse firent irruption dans le vestibule. Le mari avait l'air déterminé, et la belle-mère triomphante. « Enfin !» s'exclama Thérèse.
Je croyais qu'on y passerait la journée. Valérie et sa mère reculèrent précipitamment. Vous n'avez pas le droit d'être ici. C'est une violation de domicile. Nous en avons tous les droits, affirma Olivier. Mon adresse officielle est ici. C'était une domiciliation temporaire. Et nous sommes en plein divorce. Nous ne sommes pas encore divorcés. Je suis donc résident légal de cet appartement. Thérèse balaya le salon du regard. Bien. Où sont les papiers de la banque? Valérie, sors tes relevés de compte immédiatement. Non. Si, tu vas les sortir, menaça Olivier. On ne partira pas d'ici tant qu'on n'aura pas eu ce qui nous revient. Rien ne vous revient. J'ai droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage. Et ma mère a droit à une compensation pour le préjudice moral. Quel préjudice moral? Pour avoir détruit notre famille à cause de ton avidité, précisa Thérèse. Hélène s'interposa. Jeune homme, quittez immédiatement cet appartement. Ce que vous faites est un délit grave. Quel délit? Je défends mes intérêts. Vous vous êtes introduit par effraction chez autrui. Chez moi. Thérèse se dirigea vers la cuisine, ouvrant les placards et les tiroirs à la volée. Où est l'argent? Dans un coffre? Tu as tes cartes bancaires? Il n'y a pas d'argent ici, répondit Valérie. Comment ça, pas d'argent? J'ai déjà dépensé les 50 000 euros. La belle-mère se figea, et foudroya sa belle-fille du regard. Dépensé dans quoi? Pour l'agrandissement de ma boutique. J'ai versé la caution pour le nouveau bureau. Tu mens. Je ne mens pas. Vous pouvez vérifier. Olivier s'approcha de sa femme, le visage déformé par la rage. Valérie, arrête ton cinéma. Nous savons très bien que tu as cet argent. Donne-le-nous tout de suite. Non. Donne-le. Olivier agrippa le sac à main de sa femme, et commença à le fouiller frénétiquement. Valérie tenta de lui reprendre son sac, mais son mari la repoussa violemment. Où sont les cartes bleues? Je ne te le dirai pas. Parle. Thérèse saccageait littéralement l'appartement, retournant les affaires de fond en comble. Olivier tenait fermement le poignet de sa femme, l'empêchant d'intervenir. Où sont tes cartes? Où sont les papiers du compte? Hurlait-il. Lâche-moi, se débattait Valérie. Je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas parlé. Sa mère essaya de s'interposer, mais Olivier la bouscula sans ménagement. Ne vous en mêlez pas. Ce sont des affaires de famille. Des affaires de famille? Vous n'êtes que de vulgaires voleurs, cria Hélène. À cet instant précis, Thérèse dénicha le classeur contenant les documents bancaires dans le tiroir du bureau. Olivier, je les ai. Les relevés de compte. La belle-mère s'empara des feuilles, et se mit à les déchiffrer. Voyons voir. Compte épargne, 50 000 euros. Ils sont bien là. Olivier relâcha sa femme, et se précipita vers sa mère. Donne-les-moi. Valérie essaya de récupérer ses papiers, mais Olivier fut plus vif. Tu es complètement folle? J'ai promis cet argent à ma mère, a hurlé mon mari, en m'arrachant des mains toutes mes économies. Ma belle-mère avait déjà saisi ses 50 000 euros, et elle se dirigeait vers la sortie, mais elle est restée pétrifiée, quand la porte d'entrée s'est soudainement ouverte. Sur le palier se tenaient 2 agents de police, accompagnés de l'inspecteur Martin. Que se passe-t-il ici? Demanda l'un d'eux d'un ton sévère. Thérèse se figea, les documents serrés contre sa poitrine. Olivier devint blanc comme un linge. Nous réglons un litige familial, bafouilla-t-il. Quel litige familial? S'indigna la mère de Valérie. Ils ont fracturé la porte d'entrée, et ils essaient de voler des documents bancaires. Nous ne volons rien du tout, protesta la belle-mère. C'est notre argent.
L'inspecteur Martin examina la porte défoncée. Qui a fracturé cette serrure? C'est moi, avoua Olivier. Mais c'est aussi chez moi ici. Une domiciliation temporaire ne vous donne aucunement le droit de forcer une serrure, rectifia le policier. Surtout contre la volonté explicite de la propriétaire légale. Hélène s'approcha de la belle-mère. Rendez les documents à ma fille. Jamais. C'est à nous. Vous n'avez droit à rien du tout, asséna fermement la mère, en arrachant d'un coup sec les feuilles des mains de Thérèse. Aïe! Elle m'a frappée, hurla la belle-mère. Personne ne vous a touché, répondit calmement Hélène Dubois, en rendant les documents à sa fille. Les policiers dressèrent un procès-verbal pour violation de domicile avec effraction. Olivier et Thérèse furent emmenés au commissariat pour y être auditionnés. Tu le regretteras, Valérie, hurlait la belle-mère depuis la voiture de police. Le tribunal nous donnera raison, et on récupérera tout. Un mois plus tard, le divorce fut officiellement prononcé. Olivier avait bel et bien tenté de réclamer une part du patrimoine devant la justice, mais il fut débouté. Le juge reconnut formellement que les économies de Valérie constituaient des biens propres, acquis antérieurement et de manière indépendante. La boutique connut une croissance fulgurante, et les nouveaux locaux générèrent d'excellents bénéfices. Valérie se tenait près de la fenêtre de son nouveau bureau, et contemplait la ville de Lyon. Il était douloureux de réaliser qu'elle avait perdu 2 années de sa vie, avec un homme qui s'était révélé être un manipulateur et un menteur. Mais elle avait surmonté cette épreuve. Elle était désormais véritablement libre et indépendante. Mieux vaut être seule, que mal accompagnée, songea-t-elle avec philosophie, avant de retourner sereinement à son travail.